Il est le franco-iranien le plus célèbre de France. Vous avez vu ses films, vous avez peut-être vu ou entendu parler de ses spectacles. Kairon nous rejoint. Bonsoir Kairon. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la première fois que vous prenez la parole publiquement sur cette révolte. Merci beaucoup pour votre confiance. Vous êtes acteur, réalisateur, humoriste, et peut-être que certains d'entre vous ont en mémoire ces films, en particulier Nous, Trois ou Rien, qui relataient votre propre histoire, qui est celle d'un enfant qui avait à peine 1 an et demi au moment où ses parents, votre père, qui a fait de la prison en Iran, qui a été arrêté pour ses opinions politiques, a décidé, et votre mère l'a suivi, en vous emportant sur son dos, en traversant les montagnes, a décidé de quitter l'Iran pour arriver en France où vous faites la carrière qu'on connaît, particulièrement populaire, notamment chez les jeunes. Première question, vous avez de la famille là-bas. Bien sûr. Kairon, vous avez des oncles, des tantes, des cousins, des cousines à Téhéran, dans d'autres villes. Bien sûr. Est-ce que vous avez eu récemment des nouvelles d'eux? Pas depuis 5 jours. Depuis 5 jours, il n'y a rien. Ils ont fermé la boutique. Ils ont éteint les lumières et personne n'a de... Je pense pas être une exception. Je pense que vraiment personne n'a de nouvelles. C'est ce qui est terrible avec ce gouvernement, c'est que pour en venir à assassiner son propre peuple de cette façon-là, c'est qu'ils sont un peu au bout du rouleau. Et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, mais ils s'en sortent toujours. C'est ce qui est dramatique. C'est pour ça qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Et j'ai pas pour habitude de m'exprimer en dehors de mon travail. J'essaie de faire passer mes opinions dans mon travail pour rester artiste. Mais là, c'est vrai que c'est très grave parce que personne ne peut dire combien de morts il y a eu ces derniers jours. Oui. On parle vraisemblablement de plusieurs milliers de morts et on dit que le régime a fait tirer à l'arme automatique. C'est incroyable quand même. À l'arme automatique sur les foules. Des manifestants. Sur les manifestants. C'est pas des guerrieros en face, c'est des gens qui manifestent. Et ça montre l'impuissance et la lâcheté et la cruauté de ce gouvernement qui n'a rien fait de positif en 47 ans. Je défie quiconque de trouver un seul domaine dans lequel ils ont brillé, que ce soit l'économie, la santé, le sport, la culture, le rayonnement à l'étranger. Il n'y a rien en fait. C'est catastrophique du début à la fin. Et j'espère que c'est la fin bientôt. Quand vous avez assisté au début de cette révolte, qui était au départ, on l'a beaucoup dit, le bazar de Téhéran, j'imagine que vos parents connaissent bien ces lieux, certains membres de votre famille aussi. Donc au départ, c'est une révolte économique très très vite. Et ici, on a été sans doute parmi les premiers à la suivre quotidiennement. Elle est devenue politique, elle est devenue insurrectionnelle d'une certaine manière. Qu'est-ce qui vous est venu, vous à l'esprit, vous qui avez à peine connu ce pays, mais qui le vivez tous les jours dans votre chair? Pour moi, l'Iran, c'est une cocotte minute en fait. Ça va péter. Et si ça pète pas cette fois-ci, ce sera dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans. Pourquoi c'est passé de l'économie à quelque chose de plus grave sur la liberté? C'est qu'il y a un problème de liberté dans ce pays depuis longtemps et que les gens supportent et en ont plein le dos. Et à la moindre étincelle, ça devient un feu de forêt. Et c'est ce qui s'est passé en fait, parce que l'économie, là, je crois que ça n'a jamais été au plus bas. Je crois que la monnaie iranienne vaut moins que du papier crépon. C'est catastrophique le niveau dans lequel ils sont. La liberté. Un peu, il n'y a pas de liberté. On ne peut pas dire qu'on n'est pas d'accord. On va vous faire taire, mais quand vous ne serez pas d'accord pour une autre raison, vous allez le redire à nouveau. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça fait 47 ans que ça dure. Il y a des gens qui n'ont connu que ce régime-là. Ils ne savent pas que toutes les possibilités qui existent. Et pourtant, comme vous dites, il y a une aspiration à la liberté. Est-ce que dans les contacts avec peut-être vos cousins, cousines qui ont votre âge et avec qui vous parlez, si j'ai bien compris, assez régulièrement, vous avez senti que malgré cette chape de plomb, il y avait cette aspiration à la liberté? Mais pourquoi le cinéma iranien est si connu dans le monde? Pourquoi avec un cinéma avec autant d'interdits où un homme n'a pas le droit de toucher une femme à l'écran? On parle de 2 comédiens, Ils jouent un homme et une femme, ils jouent un couple marié, ils n'ont pas le droit de se toucher. Avec autant d'interdits, ils ne peuvent pas parler de telle thématique, ils ne peuvent pas tourner dans tel endroit. Pourquoi ils arrivent à avoir des prix dans tous les festivals du monde? Parce qu'il y a une sorte de résilience et d'intelligence, de finesse qui naît dans ce climat-là.
Donc, j'ai oublié votre question. Je ne sais pas où je voulais. Il y avait un lien entre ce que j'allais vous dire. Je l'ai perdu. C'était quoi votre question? Rappelez-moi. Non, la question c'était comment expliquer encore une fois que malgré cette répression féroce, c'est ça. Malgré ces interdits partout, il y ait ce germe de liberté. C'est dans leur ADN en fait. C'est dans leur ADN. Ils ont vécu avec ça. Les Iraniens ont un sens de l'humour vraiment particulier, une vraie finesse. Souvent, quand je rencontre quelqu'un qui me dit « Ah, t'es d'origine iranienne ?» « Ah, la poésie iranienne, il y a quelque chose. » C'est vrai qu'il y a une finesse dans cette culture. Et je pense que c'est venu avec le fait de ne pas pouvoir dire ce qu'on veut dire. La culture profonde d'un pays depuis Sirius. Bien sûr. La culture trimillénaire d'une civilisation. En fait, c'est une civilisation, l'Iran. C'est vrai qu'il faut garder ça à l'esprit. Ça a toujours été une puissance. Et c'était une puissance rivale de l'Empire romain déjà à l'époque. On regarde vers l'avenir. Et on pose la question. Reza Pahlavi. Alors là aussi, vous le voyez partout. En photo, ses appels, on entend son nom scandé régulièrement dans les manifestations. Est-il, oui ou non, l'opposant numéro 1? Est-il celui que réclament ou pas les Iraniens? Et qui est-il tout simplement? On vous retrouve, Justine. Eh bien d'abord, rappelons que c'est le dernier fils le fils du dernier Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi. Ici, voici la famille en 1973. Vous allez le voir apparaître. Reza Pahlavi est ici. Quand la révolution éclate en 78, la famille s'exile aux États-Unis. Reza Pahlavi a 18 ans. Il construit sa vie là-bas. Formation de pilote, immersion dans la culture américaine. Il se marie là-bas. Il a 3 enfants. Il mène une vie mondaine, cultive son image d'aristocrate cosmopolite. Il se fait appeler le prince. De fait, il n'a plus d'attache ou quasiment plus en Iran. Il n'y est d'ailleurs jamais retourné. Il y a 2 ans, il reconnaissait lui-même se sentir avant tout américain. Écoutez. We would all like to be able to go back home and be able to live there if possible. Honestly, my life has been for the past 40 years here in America. My children live here, my friends live here. If I was to go back, what do I go back to? Alors pourquoi refait-il surface aujourd'hui ? Parce que sa vision a changé. Depuis quelques semaines, il multiplie les prises de parole pour encourager le mouvement. Il se dit même prêt à revenir en Iran, à assurer une transition. C'est vrai qu'il est l'opposant le plus visible sur les réseaux sociaux ou dans les médias américains, mais il est contesté. D'abord parce qu'il incarne un possible retour de la monarchie. Ensuite, en raison de sa proximité avec Benyamin Netanyahou, la presse d'opposition israélienne, Haaretz notamment, évoque même une campagne de promotion financée par le gouvernement israélien. D'autres lui prêtent des liens avec l'extrême droite américaine, en tout cas avec la sphère MAGA. Cela dit, Donald Trump a pris ses distances. Il le qualifie de chic type, sans pour autant souhaiter le rencontrer. Je pense qu'il faudrait laisser tout le monde se lancer et voir qui en sort. Merci Justine. Pour vous, Reza Pahlavi, pour vous et j'allais dire pour votre famille en Iran, les échos qui vous en viennent, alors tout est coupé depuis 5 jours, mais avant, est-ce qu'il est un recours? Alors, je vais vraiment parler pour moi et pour les quelques proches que j'ai. Je vais mettre personne dans notre marmite, mais soyez libre de vos propos. Quand on est pris en otage, alors effectivement, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Il y a une partie du peuple qui scande de plus en plus son nom. Mais je pense que quand on est dans une prise d'otage et qu'on a une arme sur la tempe, n'importe qui, on va vous dire si lui peut venir te sauver, on va dire oui, qu'il vienne. Je pense que le peuple iranien, et ça n'engage que moi, est à un niveau de tristesse, de lassitude, de frustration. Si on lui mettez ce raton laveur, c'est lui qui va vous sortir. Allez, on y va. Ils vont prendre n'importe qui. Mais je ne suis pas sûr. Je mets même à main coupée que s'il y a un vote qui est organisé là aujourd'hui, il n'obtient pas la majorité. Je suis sûr de ça. Et moi, parce qu'il incarne Oui, puis aussi parce que la monarchie. Quelles sont ses qualifications à part avoir les gènes de l'ancien roi? Qu'est-ce qu'il a fait qui montre qu'il sait où il va, qu'il y a 95 millions d'Iraniens sur cette planète. Je pense qu'on peut trouver un Iranien ou une Iranienne qui soit compétent et qui puisse faire de la propagande. J'allais dire, c'est facile d'être l'Iranien le plus en vue en ce moment quand on n'est pas en Iran. Parce que les autres, ils sont en Iran, ils ne peuvent pas trop faire de la publicité, de la promo pour dire ce qu'ils feraient. Mais en réalité, moi, je ne suis pas fan, mais ça n'engage que moi. Alors, d'un mot, chacun d'entre vous. Moi, je dis simplement que c'est un symbole. Aujourd'hui, si vous voulez, qui connaît des opposants iraniens? Il n'y en a pas tellement. Reza Pahlavi prend la parole, tout le monde identifie.
à l'extérieur et à l'intérieur. Et donc je pense que c'est un symbole. Ça ne veut pas dire restauration de la monarchie. Ça veut dire être capable de catalyser une opposition et puis après on regarde. Mais je pense que c'est un peu ça. Et le fait qu'il y a probablement quelque chose là-dessus aussi, la campagne financée par les Israéliens et tout, c'est pas impossible du tout. Parce que les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Et donc, évidemment, que le gouvernement des Mollahs, ennemi d'Israël, ennemi de Reza Pahlavi. Mais je pense que c'est plus un symbole important aujourd'hui. Souvenez-vous, il y a 6 mois, au moment des opérations, on en parlait un peu sur les plateaux, mais pas du tout en Iran. Et maintenant, on en parle en Iran. Ça prouve que ça a infusé, mais je pense plus comme un symbole qu'autre chose. Ouais. Oui, il peut peut-être, comme le disait Caron, servir de transition, un moment de transition. Je suis également assez dubitatif. N'oublions pas quand même que le régime du Shah, il y a eu une révolution. Une vraie révolution contre le régime du Shah. C'était pas un complot. Alors la révolution a mal tourné, c'est souvent le cas des révolutions. Mais elle allait des démocrates, des communistes, des religieux, tout le monde. La majorité de la population était pour le renversement du Shah. Et n'oublions pas non plus que c'était une monarchie extrêmement récente. Le père du Shah d'Iran, donc le grand-père de Reza Pahlavi, c'était un général cosaque de l'armée cosaque qui a pris le pouvoir contre une vieille dynastie, en revanche, et qui dit « Maintenant, je suis l'empereur de ce pays ». Voilà comment ça s'est passé. Donc, c'est pas les rois de France, pour dire les choses, qui sont là depuis Capet. C'était quand même autre chose, l'histoire de l'Iran. Donc arrêtons un peu, et je crois qu'on fantasme un peu sur mais en même temps, quand le moment devient si grave... Mais je suis totalement d'accord avec ce que les Iraniens ont-ils besoin d'un trait d'union? Parce que ce qui leur manque pour que la révolution soit incarnée, c'est un leader, c'est une figure. Et c'est assez souvent comme ça. Si on prend le cas de l'Afghanistan, quand les talibans ont été chassés du pouvoir... Bon, Massoud était mort, donc il y avait presque personne. On a fait venir Hamid Karzai, on a fait venir du Pakistan, des États-Unis. Non, ça n'a pas été une grande réussite. Mais tu te souviens de Chalabi Non, mais ça peut être une transition en attendant de faire émerger des personnalités locales. Une fois que le transitaire s'est installé, en général, il a assez peu envie de lâcher le pouvoir. Voilà, bon. Je pensais aussi. Cela dit, on sent, et vous le disiez d'une certaine manière, c'est la même chose pour les libertés, qu'il y a un ferment démocratique chez les Iraniens qui aiment les processus électoraux, qui participent aux processus électoraux. Greg, un mot pour vous, votre sentiment. Je pense qu'il est assez populaire, notamment dans la diaspora aux États-Unis, du côté de Los Angeles, en Californie, avec quand même des gros moyens financiers de lobbying, de communication, etc. Il ne faut pas le nier. Honnêtement, en Iran... Oui, on a vu des vidéos où les gens citent le Shah. Plusieurs vidéos, plusieurs manifestations. C'est normal, c'est des vidéos d'opposition royaliste qui les diffusent. Donc je pense qu'il faut se méfier un peu de l'effet loupe aussi. En 2022, pendant Mahsa Amini, on ne parlait pas du tout de Reza Pahlavi. En 2019, pendant les manifestations sur le coût de la vie, on ne parlait pas du tout de lui. C'était pareil dans les révoltes précédentes jusqu'en 2009. Donc effectivement, il apparaît un peu parce que finalement, il n'y a personne d'autre. C'est un petit peu un sauveur de circonstances, comme le disait Kairon. Et juste un mot sur Kairon, pour ceux qui n'ont pas vu ce film, Nous trois ou rien, c'est ça ? Mais c'est ça, merci. Sur l'histoire de la diaspora iranienne, c'est vraiment passionnant. Enfin, c'est un petit bijou pour raconter la destinée de tous ces Iraniens qui ont fui le pays depuis 60 ans. Là, voilà l'affiche du film. Il a une dizaine d'années, c'est ça ? 2015. 2015, voilà. Ouais. 2 dernières questions avec vous, Kairon. D'abord, une intervention américaine, une intervention extérieure pour pousser dehors ce régime, donner une forme de coup de grâce. Est-ce que ça trouverait grâce à vos yeux ? Alors... Pardon de faire de vous un expert politique. Mais moi, personnellement, ce que je trouverais pertinent, ce serait que ce soit les Nations Unies, que ce soit la planète entière qui envoie un message aux Iraniens en disant « ce gouvernement est catastrophique pour vous, mais aussi pour nous ». Ça, il n'y a pas de risque, hein. Moi, ce qui me fait peur avec les Américains, c'est qu'on a vu l'Irak, on a vu l'Afghanistan, on a vu la Syrie, on a vu la Libye. On connaît, je ne veux pas faire de l'anti-américanisme, mais on sait ce qui les motive en général, les gouvernements successifs américains, et c'est rarement le bien-être du peuple en place. Donc, si c'est ça ou rien, si on me dit maintenant, il y a le Kairon du futur qui vient et qui me dit, dans 50 ans, ce sera encore eux, donc c'est les Américains, et ils prennent tout le pétrole, et les gens sont libres, ou eux, je dis, vas-y, les Américains. Mais s'il y a une chance que ça se passe différemment, je préférerais toujours la voie
autres que les Américains. Et dernière question, aujourd'hui, là, on voit votre grand sourire, ça fait plaisir. Est-ce que vous êtes confiant, inquiet, stressé, angoissé ? Non, j'ai appris, ça n'a rien à voir, mais je monte sur scène tous les soirs devant 300-400 personnes en impro, sans savoir ce que je veux dire. Donc le stress et l'angoisse, ça fait des années que je ressens plus ces choses-là. Mais je suis inquiet pour les Iraniens. Je garde un peu d'espoir parce que mes parents sont des gens extrêmement positifs et m'ont transmis ça. Mais je suis aussi très réaliste et très pragmatique. Et quand je peux pas agir sur quelque chose, je me mets en retrait et j'observe. Là, c'était, entre guillemets, ma seule façon d'apporter ma pierre à l'édifice en étant là ce soir. Et maintenant, je vais regarder en espérant que pour le peuple iranien et pour la planète entière, qu'ils dégagent le plus vite possible. Vous l'intégrez à votre spectacle le soir quand vous êtes en improvisation sur scène ? Si on m'en parle, je réponds. Mais je ne viens pas en parler de moi-même. Surtout que j'ai appris il n'y a pas longtemps, j'ai fait un test ADN, que j'avais 7% italien. Et maintenant, je me sens plus italien qu'iranien, je le dis. Donc, désolé aux compatriotes, mais je trouve que c'est plus stylé de venir de César, voilà. Merci beaucoup, Kairon, de nous avoir fait confiance pour cette prise de parole. Merci à vous. Et puis, je rappelle que à partir du 16 janvier, votre pièce de théâtre Alba et Sadaf reprend à l'Apollo Théâtre. Alors, je crois que c'est l'histoire croisée de deux femmes, l'une qui est du Salvador et une autre qui est en Iran. Exactement. Et qui croisent leur destin. Rapidement, c'est deux histoires vraies. Au Salvador, les femmes n'ont pas le droit d'avorter. Et si une femme essaie d'avorter, c'est minimum 20 ans de prison. Et Alba, c'est une femme qui va tomber enceinte. Et en Iran, bon, maintenant ça paraît dérisoire et anecdotique par rapport à tout ce qu'on voit, mais les femmes n'ont pas le droit d'aller dans les stades de foot. C'est réservé aux hommes. Sauf qu'il y a une jeune fille qui s'appelle Sadaf qui va absolument aller soutenir son équipe. Et on va voir comment elle va s'y prendre. Et c'est vraiment deux destins de femmes, c'est des histoires vraies. Les comédiens sont magnifiques. La musique est incroyable. L'écriture et la mise en scène sont acceptables. Et oui, parce que vous êtes l'auteur de la pièce et le metteur en scène. Et en tout cas, vraiment, j'invite les gens, s'ils ont envie d'en savoir un peu plus sur cette thématique à venir. Et voilà, j'aime beaucoup cette pièce et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, encore une fois, de nous avoir réservé votre première prise de parole.